Rebonjour à tous. Donc voilà, je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur l'accouchement. J'aimerais de toute façon que vous lisiez vos feuilles et que vous les complétiez, hein, ça vous savez bien. Je vous mettrai aussi des choses en ligne sur Teams et aussi par SMS de toute façon. Euh, alors pour l'accouchement, alors les phases de l'accouchement, du début jusqu'à la fin, on appelle ça le travail. Vous avez déjà vu dans les films, je pense, le travail a commencé. Ça va? Ça veut dire que la naissance est imminente et oui, que l'accouchement est en route. Alors, le travail comprend trois grandes phases. La dilatation, l'expulsion, la délivrance. À bien savoir, ça va? À bien connaître et dans l'ordre. Donc, la dilatation, ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se dilate? C'est le col de l'utérus. Le col de l'utérus va se dilater pour pouvoir laisser passer la tête du bébé. Alors, je sais que la qualité des images n'y est pas, mais on est ici. Donc, le col de l'utérus se dilate, d'accord? Et la femme commence à avoir des contractions qui deviennent de plus en plus fréquentes. Et d'autre part, le liquide amniotique dans lequel le bébé baigne va s'écouler parce que la poche, la cavité amniotique, va se percer, d'accord? L'amnios, comme on dit, va se percer. Et on dit que c'est la perte des os. O, je me répète, E-A-U-X, d'accord? Donc, c'est le liquide amniotique qui s'écoule. Donc, tout ça fait partie de cette première phase qui s'appelle la dilatation, d'accord? Alors, sa durée est variable. On sait que pour un premier accouchement, elle dure plus longtemps que pour les suivants. Vous savez qu'il y en a qui n'ont pas le temps de voir passer cette première phase. Donc, c'est variable, comme je vous le disais. Alors, la deuxième phase de l'accouchement, c'est l'expulsion. L'expulsion, ça dit ce que ça veut dire. Ça va de la naissance, enfin, de la sortie du bébé. Ça explique la sortie du bébé. Donc, voilà, il va sortir par la tête, d'accord? On verra par la suite une ou deux petites exceptions. Donc, en théorie, il sort par la tête. Et alors, vous voyez ici qu'il y a un médecin qui le maintient, d'accord, qui maintient bien sa tête, etc. Et donc, qui va le sortir complètement, d'accord? Il va le sortir complètement. Et donc, on va de suite, si vous avez l'image devant vous, parce qu'ici on le voit très peu, on va interrompre la circulation dans le cordon ombilical grâce à des pinces qu'on appelle des clampes, d'accord? Et le papa pourra éventuellement couper le cordon ou le gynécologue le fera, peu importe. Alors, si vous regardez bien, il reste donc le bébé est sorti, mais il reste le cordon ombilical qui est attaché au placenta dans le ventre de la maman. Le placenta ne peut absolument pas rester dans le ventre de la maman. Ça peut provoquer de graves maladies. Donc, on passe à la troisième phase de l'accouchement qui est la délivrance. Donc, dilatation, expulsion, délivrance. La délivrance, c'est quand le placenta et toutes les membranes fétales et tout ce qui reste du bébé sortent du ventre de la maman. Alors, dans le règne animal, ça sort tout seul. Chez l'être humain, on vérifie, parce que je vous ai dit, il faut vraiment que tout soit sorti, sinon on risque de graves infections. Donc, ici, eh bien, le médecin alors, il n'est pas en train d'appuyer comme un fou sur le ventre de la maman, hein, comme certains élèves m'ont déjà dit, mais il accompagne simplement le mouvement. Normalement, la femme continue à avoir des contractions, et donc petit à petit, donc le placenta se décolle, se décolle, se décolle, et en tirant délicatement sur le cordon ombilical, eh bien, tout va venir. Ça va? Et donc ça s'appelle la délivrance, et il ne reste plus rien dans le ventre de la maman. Ok? Voilà. Alors, il y a quand même il peut y avoir des petits problèmes lors. euh, juste, je vous ai parlé d'abord des fameuses pinces, les clans. Donc là, c'est quand on interrompt la circulation sanguine pour couper le cordon ombilical. Alors bien entendu que le bébé va devoir se mettre à respirer tout seul, ça j'ai oublié de vous le dire. Il va devoir se mettre à respirer tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on va vérifier s'il crie, parce qu'apparemment c'est vraiment très douloureux la naissance pour un enfant. Les os, ce qu'on appelle les fontanelles, ne sont pas encore, les os du crâne ne sont pas encore liés les uns aux autres, et on sait que pour passer à travers le col de l'utérus et le vagin, eh bien, ils vont passer l'un au-dessus de l'autre, d'accord? Donc, ça doit être effectivement douloureux.
le bébé doit crier, ça veut dire que ses voies aériennes s'ouvrent. Pour la première fois, ses poumons se remplissent d'air. Donc, il va pouvoir respirer lui-même et se nourrir autrement aussi que par le cordon ombilical par la suite. D'accord? Donc, on peut interrompre la circulation sanguine dans le cordon ombilical. Alors, une petite remarque, si jamais donc la maman pousse, donc lors de l'accouchement, elle a des contractions, elle pousse, etc., mais qu'elle n'arrive pas à expulser le bébé, et mais que le col de l'utérus est quand même déjà bien ouvert, et bien si le liquide amniotique s'est écoulé, ce qui est souvent le cas, et bien le bébé risque véritablement sa vie s'il reste, si la mère s'épuise et que le bébé n'a plus de liquide amniotique pour le protéger. Et donc dans ces cas-là, on va aller le chercher. Alors, il y a deux méthodes pour aller le chercher. Bon, les deux méthodes, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est aller le tirer par la tête. Donc, soit avec des clans, donc c'est comme des espèces de pinces, d'accord? Donc, de tirer par la tête, l'aider à sortir, soit avec une espèce de ventouse, ok? Donc, voilà, c'est juste pour éviter qu'il y ait un accident, soit pour la maman, soit pour l'enfant, soit pour les deux, d'accord? Voilà, alors une dernière petite remarque, c'est lorsque le bébé vient en siège. En siège, ça veut dire qu'au lieu d'avoir la tête en bas, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il vient, ben, il vient et ne présente pas sa tête vers le bas, mais il présente par exemple ses fesses dans différentes positions, ou un pied, etc., etc. Donc il ne vient pas dans le bon sens. Alors dans ces cas-là, si on le voit à l'échographie, si on a le temps de le repérer, etc., on pratique une césarienne, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, on va pratiquer maintenant, c'est plus des grosses cicatrices comme avant, mais on va ouvrir le ventre de la maman et on va aller chercher le bébé, prendre également tout le placenta, le cordon ombilical, toutes les membranes fœtales et retirer tout d'un coup, d'accord? Alors à l'heure actuelle, c'est une technique qui est relativement bien maîtrisée. Néanmoins, on ne peut pas avoir 4-5 enfants par césarienne, d'accord? Parce qu'on doit à chaque fois les rouvrir et refermer, euh, remettre tout en place, etc. Donc je ne suis pas chirurgienne, mais j'imagine que c'est compliqué. Juste pour la petite histoire, il y a des élèves qui m'ont demandé une fois si on parlait de césarienne parce que Jules César était né par césarienne. Non, à cette époque-là, ces techniques de chirurgie n'étaient pas développées comme à l'heure actuelle, et donc ce n'est pas possible. Voilà. Je pense que oui, il nous reste en fait dans le cours à voir les jumeaux. Alors, les jumeaux, il y a les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Alors, la différence entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux, eh bien, elle est juste énorme. Voilà, je vais vous expliquer, c'est très simple. Alors, les faux jumeaux, c'est la mère qui ovule doublement, d'accord? Au lieu d'émettre un ovule, elle en émet deux, d'accord? Et si ces deux ovules sont fécondés par chacun un spermatozoïde, donc deux spermatozoïdes différents, eh bien, on va avoir deux individus comme des frères et sœurs, d'accord, qui peuvent se ressembler ou pas d'ailleurs, puisqu'ils sont issus de deux ovules et de deux spermatozoïdes différents, et ils vont, ils vont grandir chacun dans leur liquide amniotique, dans leur poche, avoir leur propre placenta, etc. Ils peuvent se ressembler ou pas, comme je vous le disais. Donc si vous avez des jumeaux, si vous voyez des jumeaux et que c'est des frères et sœurs, dites-vous d'office, c'est des faux. Sinon, les vrais jumeaux ont le même ADN. Je vous l'explique. Les vrais jumeaux, eh bien, c'est quand un ovule est fécondé par un seul spermatozoïde. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il se passe un accident. Donc, en fait, il y a de nombreuses mitoses qui se font. Je vais essayer de dessiner ça ici. Donc, au départ, on a un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde. Visible? Ok, oui, je pense. Donc, un ovule fécondé par un spermatozoïde. On obtient une cellule œuf qui va se diviser en deux, puis en quatre, puis en 8, etc., etc. Donc ça, c'est le développement normal, j'ai envie de dire, d'accord?
Alors, il peut y arriver un accident. Un accident, c'est que, on ne sait pas pourquoi, eh bien, une cellule se détache du reste. Par exemple, imaginons que ce soit celle-ci, une ou plusieurs, ou bien ici, ou bien deux ici, ou bien la moitié, d'accord? Eh bien, c'est des cellules qui proviennent d'un seul et même spermatozoïde, d'un seul et même ovule, donc ils vont avoir le même ADN, exactement le même ADN, donc on peut parler de clones, biologiquement parlant, et ils vont se développer donc dans le ventre de la maman, soit dans le même placenta, soit dans le même liquide amniotique, excusez-moi, en partageant le même placenta ou pas. Ça dépend en fait du stade auquel ils se séparent, mais ils ont le même ADN, donc ça ne peut pas être un garçon et une fille par exemple, d'accord? Ils se ressemblent en théorie physiquement puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques génétiques. Euh, D'autre part, je vous fais la remarque que si ils se séparent trop tard dans le développement et que la séparation est incomplète, donc hop, par exemple voilà ici, donc j'ai déjà l'œil, je sais que je dessine très mal et je ne vais pas me refaire, hein, mais voilà, euh, les membres qui apparaissent, le cœur, etc. Imaginons qu'il y ait une séparation partielle qui commence à se faire. Alors si elle est totale, il y a peu de chances que l'embryon survive, mais une séparation partielle, ça donne aussi peu de chances que l'embryon survive, mais ça donne des frères ou des sœurs siamoises ou siamois. Ça va? Voilà, juste pour info. Donc, retenez une chose, les faux jumeaux viennent de deux fécondations différentes. Donc c'est comme si c'était deux frères et sœurs mais qui naissaient en même temps, d'accord? Donc deux ovules, deux spermatozoïdes. Donc ça c'est les jumeaux hétérozygotes, les faux jumeaux, alors que les jumeaux homozygotes ou monozygotes ou vrais jumeaux, donc monozygote, homozygote ou vrais jumeaux, viennent d'un seul spermatozoïde fécondé par un seul ovule et par un accident, eh bien, des cellules se décrochent et donc on a deux individus qui ont le même ADN et donc qui se ressemblent en théorie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour la suite du cours, ce sera à vous de jouer pour le sida, d'essayer de répondre aux questions et nous en aurons terminé avec ce chapitre sur la fécondation. Merci à vous et que tout se passe bien. À très vite. Bisous bisous de loin.